C'est parti pour votre magazine kiosque, Madame, Messieurs. Bon début de semaine à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 septembre 2023. Merci de nous rester fidèles et de suivre votre magazine. L'actualité ce matin en République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre tout d'abord à l'est du pays avec l'inhumation ce lundi des victimes de la répression sanglante du 30 août 2023. Toujours à l'est, il y a changement du commandement des opérations militaires. Le général Peter Chilimwani, voilà, général-major qui remplace le lieutenant-général Constant Dima au commandement des opérations militaires. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Entre-temps, le chef de l'État est depuis hier à New York, aux États-Unis, où il prend part, il va prendre part à partir de à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va prendre la parole le mercredi. Nous allons également nous rendre au Parlement, l'ouverture de la session de septembre, la session la plus courte de la législature. Il y a eu les discours de deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les deux en tout cas, ont tablé sur le financement des élections qui se tiendront en décembre 2023. Voilà, Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous suivre à l'affiche ce matin. Pascal Oonje sera face à Thierry Moukele. Pascal Oonje, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle, bonjour à nos différents téléspectateurs, bonjour à mon confrère Thierry, même si vous ne l'avez pas clairement présenté, vous avez juste cité son nom. Il faut le présenter comment? Je l'ai présenté parce qu'on doit le prendre à travers les images, et heureusement les images sont là, ça c'est une bonne chose. Et voilà, tout en remerciant tous nos téléspectateurs, je veux ici, parce que le sujet a été déjà aligné, rendre hommage à nos soldats à l'est du pays qui se battent jour et nuit parce que nous ne pouvons pas oublier, quels que soient les débats que nous avons aujourd'hui, parce que le pays se prépare aux élections, ne pas oublier que nos ennemis sont toujours là, le Rwanda est toujours là et nos frères périssent toujours. Pour cela, je dis bravo à nos militaires qui ne baissent pas les bras. Ah. Alors, Pascal Oonje, votre co-débatteur, c'est Thierry Moukele. Bonjour Thierry. Bonjour Gisèle, bonjour à Pascal et bonjour à ceux-là qui suivent CCTV. Pour moi, c'est une note douloureuse. J'ai perdu un ami, un frère de combat, c'est-à-dire combat par rapport à notre emprisonnement. Mais malheureusement, il a été acquitté il y a moins d'une semaine. Et hier, on nous apprend qu'il s'est rendu à Kampala pour des soins, il est tombé et il est parti. Après l'acquittement. Après l'acquittement. Il s'appelle Eliab, c'est un ancien conservateur de Goma. Il était lié au dossier de la mort du feu Ngezayo, le fils Ngezayo. Malheureusement, ceci nous pousse à rappeler au chef de l'État qu'il voie la situation dans la prison de Ndolo. Franchement, c'est une prison qui ne mérite pas de l'être. Et puis, nous sommes dans la capitale, à quelques encablures des institutions, de toutes les institutions. Quand vous voyez ce monsieur et vous voyez son état de santé, vous ne pouvez pas penser que une semaine après son acquittement, il peut tomber comme ça. Et j'ai les mêmes séquelles, mais je me fais soigner, je prends beaucoup de repos. Mais pour nos frères qui n'ont pas un peu de moyens comme nous autres, ils se meurent là-bas, dans la capitale. C'est pourquoi j'ai toujours insisté. Chaque fois que je suis avec vous, je rappelle un peu au président cette question de la prison militaire de Ndolo. Il ne faudrait pas que le président continue à suivre le protocole. Il ne saura jamais ce qui se passe dans cette prison. Nous ne voulons pas entrer en profondeur. De deux, je vais emboîter les pas pour encourager aussi les FARDC et demander à la population, les bavures qui se sont passées sont en train d'être corrigées et d'être punies. Mais ne restons pas dans cette distraction-là. Parce que plus qu'on veut se concentrer sur ce qui s'est passé avec la bavure là, des éléments
de notre armée, nous sommes en train d'entrer en conflit avec notre armée. Et les informations sécuritaires risquent d'échapper. C'est-à-dire quoi, en clair? C'est-à-dire que autour de ces enterrements ou inhumations des Wazalendo, il y a presque 3 groupes. Il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord de la manière dont on veut enterrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui devaient être résolues avant l'enterrement. C'est comme qui dirait on précipite des choses, on veut cacher certaines vérités, surtout sur le nombre effectif des victimes. Et il y a l'autre groupe qui s'empresse pour en faire un buzz politique. Et ça frustre justement ceux des Wazalendo qui ont perdu réellement les leurs. Alors, comme on doit enterrer quand même, c'est-à-dire que nous demandons aux uns, aux autres, de mettre aussi de l'eau dans leur vin pour permettre d'abord d'inhumer ces gens-là. Et le reste, on va voir. Et le reste, on va voir. Donc, que les gens se calment, qu'on avance. Voilà un peu comme à l'entrée, je peux dire. Oui. Il faut rebondir. Oui, juste un élément, parce que lorsque le confrère a évoqué le cas de la prison d'Ndolo, je pense à un innocent qui, à ce jour, en prison. Vous allez m'excuser parce que ce n'est pas à moi, journaliste, de tirer de telles conclusions. Mais simplement, lorsque vous suivez le dossier, vous comprenez qu'on a arrêté des gens qu'on ne pouvait pas arrêter. À la personne ici de Klesse Mwepu, directeur provincial de CEC, précisément au Sud Kivu, il est le président du Grand Kasaï. Et voilà, aujourd'hui, c'est pratiquement plus de 2 mois qu'il est à Ndolo. Et peut-être prochainement, je reviendrai pour expliquer en détail la question. Mais en réalité, quand j'entends le témoignage du confrère, les conditions de la prison, et si les conditions sont difficiles telles que décrites par le confrère, et vous incarcérez les innocents, vous voyez que quelque part là, ce n'est pas aussi une très bonne chose. J'avais l'impression, à chaque fois lorsqu'on passe par là, et de vue, et avec l'image qu'on nous donnait au début, après la réhabilitation de cette prison par la MONUSCO, je pense, l'Union européenne pratiquement. Et ça donnait l'impression d'être un bon cadre où on prendrait les gens, où on mettrait les gens tout en tenant compte de plusieurs conditions. Mais là, j'ai un mauvais témoignage, ça m'étonne. Et avant l'émission, j'ai changé même avec le confrère, j'ai donné l'impression qu'à Makala, c'est mieux qu'à Ndolo. Ah bon? Et curieusement, c'est l'inverse. Et c'est à Ndolo que les conditions sont très défavorables. Et donc, parce que j'évoquais le cas du frère Klesse Mwepu, je pense que il est bon que ne peut se retrouver là, en prison, que les vrais responsables. Lorsque on cherche les milieux frétaires, les plus faibles, parce qu'ils ne sont pas en mesure de se défendre, et les incarcérer, les mettre dans des conditions difficiles, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Et je plaide ici, si on peut les relaxer, parce que visiblement, ils ne sont pour rien, je crois qu'on aura rendu bon service à l'État. Voilà. Merci Madame, Pascal. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais je tiens à informer Pascal qu'il doit continuer à se battre. Parce que ce vieux était mon voisin. Il est plus âgé que moi. À la prison. Je l'ai laissé en train de passer nuit à même le sol. Il y a le T2 de Bukavu. C'est à Bukavu, non? Oui, Bukavu. Ouais. Le T2. Donc c'est lui qui est chargé des renseignements militaires à Bukavu. Je l'ai laissé dans notre auditoire. Quand il est arrivé, il a passé nuit à même le sol. Maintenant, j'essaie un peu de comprendre quand il parle de M. Mwepu. Ils étaient dans le même dossier. Donc c'est inimaginable. D'ailleurs, ce vieux-là, il a une ceinture, je crois qu'il a un problème de hanche. Ce sont des conditions inimaginables, madame. Moi, j'insiste parce que j'ai vécu. Quand il parle de Mwepu, ce vieux, je connais. Donc voilà. C'est impensable. Alors. Et je chute. Comment peut-on arrêter un rédoc? Le patron de l'ANR d'une province. Je l'ai laissé en Ndolo. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on lit les lois de la République? Est-ce qu'on lit même la loi sur l'administration de l'ANR? Est-ce qu'on peut arrêter un agent de l'ANR et au rang d'un rédoc? Je l'ai vu, on l'a passé devant le tribunal, je crois la cour.
Non, il y a des choses qu'on doit arrêter. Voilà, merci Thierry. La parenthèse, elle est fermée, mais on reste à l'est de la République démocratique du Congo avec le changement du commandement des opérations militaires. Le lieutenant général Peter Chilimwani qui prend le commandement en remplacement de Constant Ndima. Comment vous avez perçu cette décision? Oui, mais merci. Peter Chilimwani est général-major. Ah oui, général-major. Constant Ndima, lieutenant général. Oui. Bon, quoique nous sommes de ceux-là qui appelons chaque fois le chef de l'État à faire partir l'état de siège, néanmoins nous sommes d'accord avec le chef de l'État parce que finalement on nous rejoint. On disait qu'il ne fallait pas que le gouverneur militaire retournât à Goma. Comme le gouverneur militaire ne retourne pas, c'est déjà positif. Non, le changement de commandement, c'est-à-dire que le gouverneur il militaire ne va plus retourner, mais il n'y a pas d'ordonnance qui nomme un autre gouverneur. Bon, parce que le gouverneur militaire est commandant des opérations. Okay. Comme c'est le chef de l'État qui nomme les gouverneurs militaires, la hiérarchie militaire, l'état-major général, a jugé bon d'abord d'amener celui-là qui sera chargé des opérations. Mais pendant ce temps, il fait office de gouverneur intérimaire. Ce n'est pas à l'état-major général de nommer un gouverneur, mais nous pensons que dans l'attente de voir la réaction du président de la République, quoi qu'il y a eu prorogation encore de l'état de siège, nous avons espoir qu'au retour du chef de l'État, il ira dans le sens où nous voulons que cet état de siège soit levé et que l'actuel commandant nommé travaille rien que dans les options militaires. Les avantages avec ce monsieur, je connais. Il a travaillé depuis longtemps dans cette partie-là. Il était dans les renseignements. Jusqu'à ce qu'il devienne général-major, il est passé par le Katanga, il était G2 à la 2e zone de défense. Et j'ai eu à traiter avec lui. C'est un homme correct, très orienté, parce que quand on m'a arrêté sur l'affaire Bakata Katanga, lui avait une autre perception et une manière à lui d'aborder cette affaire. S'il était le patron à cette époque-là, on aurait directement résolu cette question-là. Et aujourd'hui, comme il est chef, j'espère qu'il garde les mêmes comportements, les mêmes attitudes, afin d'aider le chef de l'État sur les questions groupes armés et tout, parce qu'il a quand même une expérience. Vous voulez dire quoi? La solution au problème de ce coin du pays, c'était des changements de personnes. Le problème, c'était la personne. Non, la personne qu'on vient de nommer, Chirimwami, je fais un témoignage. Okay. Parce que j'ai eu à traiter avec cette personne. Avant que je ne sois arrêté, pendant que je suis arrêté, et jusqu'à ce que nous avons aidé le gouvernement à sortir Gédéon de la brousse. Ce général aujourd'hui, ce général-major, j'ai un bon témoignage. C'est-à-dire que l'état-major général, par rapport à votre témoignage, n'a pas fait faux pas sur ce général pour les opérations dans ce coin. Voilà, Pascal Owoun, j'en sais que tout provient de la répression. Hein. Ce qui fait qu'on a rappelé les gouverneurs et puis aujourd'hui on change de commandement des opérations. Est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter par rapport à la situation dans ce coin du pays? Non, je crois que chaque Congolais ne souhaitera que le changement. Qu'il soit plus agressif, qu'il change le mode d'opération. Parce que, comme je l'ai dit au début ici, les Rwandais sont toujours là. Les partis occupés sont toujours occupés. Et donc, il faut un grand effort finalement pour qu'on récupère ces partis occupés-là. Et je ne les connais pas, mais le fait d'avoir fait le choix sur lui, nous espérons qu'il va apporter un plus dans la manière d'orienter les opérations pour que les objectifs essentiels attendus soient atteints. Mais simplement, dès son nom, j'ai l'impression qu'il doit être de la partie Est, sinon la zone est soigniforme. Mais de ma petite expérience, depuis que nous sommes en affront avec les Rwandais qui nous attaquent à travers le CNDP, le 23 finalement, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, lorsqu'on prend un général qui ne soit pas de cette partie, on trouve très facilement des solutions. Je m'en souviens à l'époque avec Mbunza Mabé, je me souviens à l'époque avec Baouma,
Et j'ai vu très facilement, on avait atteint l'objectif. Parce que ceux de la partie Est sont parfois, ça c'est mon point de vue, mon impression, trempés dans plusieurs choses que parfois, en toute réalité, on ne sait pas aussi détecter à haute voix. Je vois, à l'époque, c'est lui qui était décédé là, c'est qui le colonel là? Mamadou Dalla. L'engagement qu'il avait, finalement, pour, comme on a toujours dit, chasser le M23. Je pense que c'était le 4 février 2013. On a atteint l'objectif. Mais lui, il était du coin. Oui, mais il était du coin, oui. mais sa particularité, c'est que, vous voyez, c'est de la province orientale. Parce que là, quand vous allez, parfois les gens ne parlent même pas swahili, ils parlent le lingala. Et donc, c'est une petite lecture que je dégage. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent aussi faire déplacer les généraux de cette partie vers l'ouest, ceux de l'ouest vers l'est, pour qu'ils mènent aussi les opérations? Le prétexte de l'état de siège, je parle bien du prétexte, c'est de pas une raison fondée. Et quand vous analysez le fait, on aura l'impression que, et là je suis en contradiction avec mon confrère, c'est le Rwanda qui instrumentalise nos frères et sœurs de l'Est qui tiennent ce discours pour que finalement, un jour, il atteigne ses objectifs parce qu'à travers l'état de siège, il ne sait pas faire ce qu'il pensait faire sur le Congo. Et nous relayons ce discours. Je pense que l'état de siège a beaucoup fait, a beaucoup déstabilisé, en tout cas ce qui pouvait très facilement aussi déstabiliser la République démocratique du Congo. De mon point de vue, je n'encourage pas la lever aujourd'hui, qu'on le maintienne encore. Mais la question ici, c'est que les militaires, la première des choses, soient prises en charge normalement. Qu'au niveau de l'état-major, on soit en mesure d'écouter les points de vue des subalternes, les militaires. Ils disent beaucoup de choses sur leurs officiers, leurs supérieurs. Les discours qu'ils disent, qu'ils développent contre leurs supérieurs, parfois ne sont pas pris en charge par la direction générale. Ce sont eux qui voient beaucoup de choses. Ils dénoncent le comportement de plusieurs officiers supérieurs. Parfois qui ne sont pas sincères. Parfois qui sont en intelligence avec l'ennemi. Ils disent des choses, mais des propos qui ne sont pas parfois pris en compte au niveau hiérarchique. Voilà pourquoi moi je plaide pour que un bon manager, lorsqu'il est dans une entreprise, il vient ici à CCTV, même s'il va vouloir écouter Etoko, mais il peut descendre très bas. À l'entrée, là, il peut poser la question à la garde, comment les choses se font ici? L'information que la garde va donner, parfois c'est la plus vraie. Pourvu que ça soit la vraie aussi. Non, je dis parfois, c'est la plus vraie parce que il n'a pas de sentiment que de dire ce qu'il voit, ce qu'il constate. Et si vous êtes un bon manager, vous allez capitaliser cette information afin de voir comment changer les choses. Et donc, moi, je souhaite ici qu'on entende souvent les subalternes militaires qui disent beaucoup de choses contre leurs supérieurs, ce qui fait souvent que, au lieu qu'on avance, au lieu qu'on gagne, on n'avance pas, on ne gagne pas, parce que les supérieurs sont en intelligence avec l'ennemi. Et qu'on maintient l'état de siège. Thierry Mukeleki. Bien, je rebondis pour appuyer mon argumentaire. D'ailleurs, lui-même, Pascal, me donne raison, parce que quand il cite Baouma, il cite Mbouja Mabé, il cite Mamadou Ndala, ce général a travaillé avec tous ces supérieurs-là. Okay. Donc, il maîtrise bien comment est-ce que ces supérieurs ont travaillé jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils atteignent ce grade-là. Je ne fais pas vraiment sa publicité, je fais juste un témoignage pour dire que, quoi qu'il soit de l'Est, il a souffert dans ce que lui venait de dire. Ça dit que la hiérarchie, réellement, devait commencer à écouter ceux qui viennent d'en bas. Parce que lui, il était au bas de l'échelle dans le renseignement et les opérations.
dans son parcours. Donc, maintenant qu'il est là, espérons que sa hiérarchie va plus l'écouter parce qu'il a quand même une expertise à donner. À la question du problème de l'Est, Pascal a raison. Mais il y a une information, et je donne à Pascal. La grande difficulté de nos frères de l'Est, c'est nous qui sommes à l'Ouest, qui pensons que eux, ils sont plus infiltrés que patriotes ou nationalistes. C'est un grand problème. Tous ceux-là qui vivent à l'Est ne sont pas d'accord avec le Rwanda. J'en ai l'expérience parce que j'ai vécu avec la majorité des groupes vivant à l'Est là-bas. Il y a des gens à la prison d'Endolo, quand vous le voyez comme ça, vous dites qu'il est rwandais. Mais quand il vous parle de Kagame, vous allez vous étonner. Mais malheureusement, il subit parce qu'il a une morphologie nilotique. Peut-être aussi par hypocrisie. Non, madame. Un hypocrite, pendant 2 ans, vous finirez par le découvrir. J'ai vécu avec tous les groupes armés de l'Est pendant 2 ans et je suis journaliste d'investigation. J'ai fait ce travail jour pour jour. Et je suis arrivé à découvrir que celui-ci est Hutu, celui-ci est Tutsi, celui-ci est Bantou. C'est par rapport à eux-mêmes, leur mode de vie même, là en Ndolo. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. On nous amène le kit d'enrôlement en Ndolo. Est-ce que vous savez qu'il y a des citoyens à qui la CENI a refusé de se faire enrôler à cause de leur morphologie? Ils sont en Ndolo. Maintenant là, devant le juge, on les juge comme des Congolais. Mais devant la CENI, ils ne sont plus Congolais depuis l'enrôlement. Dites-vous, ce genre d'hommes, une fois à l'Est, quel serait leur comportement? Il y a 5 jeunes élèves qui ont été condamnés à 20 ans de prison. Le tout dernier, quand ils sont arrivés en Ndolo, il avait 16 ans. Une année après, à 17 ans, on le condamne à 20 ans. Quand vous voyez le jeune homme, son visage, c'est un nilotique. Vous direz que cet enfant est rwandais. Mais il ne connaît rien du Rwanda quand vous causez avec lui. Malheureusement, c'est son visage. Et par rapport à ça, il est condamné. Civil, élève, vérifié et vérifiable. Maintenant, dans 30 ans, dans 20 ans, quand il va quitter la prison, il rentre dans la partie Est. Il ira mener quel combat, quelle campagne? Parce qu'il n'est pas accepté qu'il n'est pas congolais. C'est-à-dire que dans 20 ans, il devra chercher à se défendre. Donc les cycles de violence que nous avons aujourd'hui, on est en train de les préparer avec ces élèves. Mais peut-être on n'accepte pas par prudence aussi, hein? Par prudence, madame, pour éviter des infiltrés. Effectivement, je chute ouais. par là. Cette question d'infiltrés, nous devons être très attentifs. On vient de suivre cette histoire avec la province de l'Ituri, sur le cas du général Ichalingonza. Mais Ichalingonza, lui, sa famille et les autres, ils disent qu'il est nilotique. Les autres de Mambasa disent qu'il y a des Soudanais, il y a des Bantous, il y a des semi-Bantous, il y a des Pygmées. Ce sont ces gens qui vivent dans l'espace Ituri. Mais nous, de l'Ouest, on a accusé Ichalingonza d'être rwandais. Alors que de Ituri au Rwanda, c'est plusieurs kilomètres qui les séparent. Au lieu même de l'accuser d'être un Ougandais, mais donc il faudrait que les Congolais aussi, sur cette question des Rwandais, qu'on essaie un peu de doser, qu'on essaie un peu de voir, pour que tout ne soit pas sali au nom du Rwanda et qu'à un moment donné, nous n'avançons pas. Donc techniquement, ma position sur ce général, je pense que, quoi qu'il est swahilophone, il peut produire, mais dans ce que Pascal a dit, nous gardons la vigilance et nous demandons à nos frères de l'Est de nous aider à identifier justement ceux-là qu'on peut considérer comme infiltrés. Merci Thierry. Alors Oui, on passe à autre chose. Non, à un juste sujet, un mot. Le problème que nous avons à l'Est, il n'est pas congolais. Il est vrai que finalement aujourd'hui, on a commencé à confondre les gens à travers leur morphologie, mais ça n'a pas été un problème congolais. Si on ne nous a pas fait la guerre, ce problème ne se poserait même pas. Parce que les Rwandais étaient au Congo ici depuis tous les temps. Ils étaient considérés comme frères, comme sur leur terre. Le problème ne se posait pas. Donc la faute, c'est aux Rwandais
qui ont développé le sentiment de croire que leur terre serait annexée en République démocratique du Congo. De ce fait, on a commencé maintenant à inculquer aux enfants cette mentalité et au fil du temps, ces enfants ont commencé à croire qu'il faut aller maintenant conquérir ces espaces-là. Quand les gens viennent avec cette morphologie, chez les innocents, chez les pacifistes que nous étions, et voilà, c'était normal qu'on s'interroge, est-ce que tel est effectivement congolais, tel autre est congolais. J'ai compris, la condamnation, j'étais en train de m'interroger, on condamne les gens, c'est par rapport à leur morphologie rwandaise ou c'est par rapport aux infractions qu'ils auraient commises. Si c'est par rapport à leur morphologie, nous devons condamner tous. S'ils ont eu à commettre des infractions, même si la morphologie est semblable au Rwandais, c'est les infractions-là qui les amènent à se retrouver en prison. C'est par rapport à ces infractions-là qu'ils se retrouvent devant les juges. Et le juge apprécie le fait qu'ils auraient commis. Et je ne pense pas que le juge apprécie la morphologie. Si c'est cela, alors c'est l'envers. Je ne peux pas croire à cela. Je pense qu'ils ont commis des actes qui ont fait que finalement, ils se retrouvent en prison. Même pour ceux qui, aujourd'hui, à travers l'opération de l'enrôlement, on leur avait refusé l'enrôlement. Moi, comme ils disent, qui n'ont que 18 ans, ils n'ont que 17 ans, ou enfin 19 ans. Mais si ils ont déjà connu l'ancienne opération, mais la moindre des choses, c'est de dire, voilà, moi j'ai déjà pris l'enrôlement. Même alors, parce qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il est difficile. Si par exemple, un Camerounais s'est présenté dans un quartier, il dit je suis congolais. C'est là la complexité. Comment vous saurez dire qu'il n'est pas congolais? Parce que nous avons la même morphologie. Parfois le même tempérament. Mais il vous dit, moi je suis congolais. On a dit, il faut aller avec quelques témoins. Mais il peut y avoir des gens qui l'aiment bien, qui l'accompagnent, ils vous disent, bon voilà, il crée l'identité. Et vous l'acceptez, il a l'identité congolaise. Ces enfants, demain plutôt vont se prévaloir, se dire, nous sommes congolais du fait que notre papa a une carte d'identité. Voilà pourquoi il faut aller très loin, plus loin. Malheureusement, l'opération qui allait suivre pour l'identité, ou l'identification plutôt des Congolais, jusqu'à ce jour, ça tourne en rond. On a tourné une aventure, on amène le chef de l'État, on lui remet une carte. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas par où nous allons commencer. Et j'ai suivi même le directeur général qui expédie les affaires courantes, faire une déclaration, un rapport avec la journée. Vous sentez qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Et c'est cette opération qui nous aiderait, en toute réalité, si on a de bons experts, de pouvoir identifier effectivement les vrais Congolais. Parce que cette opération se ferait alors, surtout dans des villages, d'abord, au niveau des villes, parce que ça prête un peu confusion, mais dans des villes, on sait que nous avons grandi, il y a eu tel clan. Dans tel clan, il y a eu autant de familles. Dans ces familles, il y a eu tel. Dans un village, on sait s'identifier ainsi. La forêt, telle partie de la forêt, c'est pour tel clan. C'est connu dans les villages. Mais c'est en ville que ça prête confusion. Partie Est, là, s'il faut identifier, village par village, on saura qui est congolais, qui n'est pas congolais. Mais nous devons condamner ici. Et moi, Pascal, je les condamne. Si on doit condamner les gens par leur morphologie, nous devons dire stop. N'est-ce pas? Il y a des Congolais qui ont des morphologies. Quand vous les regardez, vous allez vous dire c'est Rwandais. Il y a des Rwandais aussi, par leur morphologie. Quand vous les regardez, vous allez vous dire c'est un Congolais. Parce merci Pascal Orondje. Donc, c'est pas par rapport à la morphologie. Puisque vous avez évoqué la question des élections, parlons-en avec justement les discours du président des chambres du Parlement qui ont en tout cas martelé sur les financements des élections pour le respect du calendrier. Entre-temps, c'est 15 septembre normalement qui devait prendre fin, l'opération de déploiement des kits et puis la liste définitive des candidats, mais chose qui n'a pas encore été faite. Alors, votre analyse par rapport à ces discours qui ont plus tablé... Avant d'arriver au discours, j'étais en train de réfléchir parce que à l'Assemblée nationale comme au Sénat, si vous avez été élu sur une liste, de votre gré au cours du mandat, si vous changez, vous allez ailleurs, vous perdez votre siège. Si c'est de votre gré, vous étiez sur la liste par exemple de l'UDPS, et finalement vous quittez l'UDPS, vous allez ailleurs, vous perdez le mandat. Mais
on dépose les candidatures. Beaucoup des députés actifs et des sénateurs actifs également ont déposé leur candidature, mon confrère Thierry. Certains ont été élus sur une certaine liste. Mais à partir du moment où vous allez poser l'acte de dépôt des candidatures pour une autre liste, d'office, vous devez perdre votre siège. Directement. Vous perdez votre siège parce que c'est comme ça que je dis, cette session n'aurait pas de sens. N'aurait pas de sens parce que quand vous regardez sur les 500, je ne sais pas s'ils sont 500 ou comment, le nombre est là, vous allez vous rendre compte que plus de 400 ont fait des mouvements. Ils ont changé les... PPRD ont intégré l'IDPS, et surtout à l'IDPS, beaucoup sont allés à l'IDPS, beaucoup sont allés au MLC, beaucoup sont allés à l'UNC, beaucoup sont allés à la FDC. Ce mouvement a été fait. À partir du moment où vous aviez fait volontairement, sciemment, de votre gré, ce départ, mais vous perdez votre siège. Et voilà, on va les garder comme ça jusqu'à la fin. Elle est courte aussi, non, hein, ça, cette session. Ça, c'est une violation, de mon point de vue. Au moins que j'ai fait une mauvaise lecture. Humblement. Mais je crois que là, on viole certaines dispositions. La session ici, j'aurais voulu qu'il marque ne fût-ce qu'à la différence parce que c'est la dernière. Insister sur plus la reddition des comptes pour le budget passé. Voir qu'est-ce qu'on a fait exactement. Si on a failli hier, comme nous sommes à la porte de sortie, nous irons encore demander le suffrage auprès de la population. Donnons ne fût-ce qu'à l'impression que nous avons travaillé. Je ne pense pas qu'ils seront rigoureux face à ceux qui ont eu à gérer l'argent, ça veut dire à l'exécutif, pour demander des comptes au nom de la population. Est-ce que j'aurai le temps pour ça? Parce que non, 48 jours, voilà. la session a 48 jours. Non, ils doivent avoir le temps même pour un jour. Ils doivent l'avoir. C'est autant, comme vous avez évoqué la question de la CENI. Ils doivent insister, parce que la nécessité, nous le disons ici, c'est l'organisation des bonnes élections. Savoir dire, CENI, vous êtes une institution. Même si vous avez l'indépendance. Mais votre indépendance est dans la dépendance. Vous n'êtes pas une sous-structure en dehors du système. Vous êtes une sous-structure dans le système. Et donc, votre bon fonctionnement permet également aux autres institutions de bien fonctionner. Et là, nous sommes dans la méthode structuro-fonctionnaliste. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la CENI, vous êtes prête, sincèrement, à nous organiser de bonnes élections? Est-ce que telle opération a été déjà faite? Est-ce que telle autre exigence est déjà faite? C'est à ce moment-là que, à travers les deux chambres du Parlement, on peut aussi se rassurer quant à la bonne tenue des élections. Parce qu'il y a à un certain moment le doute sur la CENI. Il y a eu des postures déjà avancées par certains qui aujourd'hui, même si la CENI fait un bon travail, ils verront comme si la CENI ne fait pas un bon travail. Mais le Parlement doit débloquer cette mauvaise appréhension, doit faciliter la bonne compréhension, doit permettre la bonne considération des uns et des autres vis-à-vis de la CENI, et cela par des exigences sur la CENI à travers ou concernant les opérations qui permettraient que les élections s'organisent normalement. Mais je ne crois pas, ça c'est mon point de vue, je ne crois pas avec cette Assemblée nationale, je ne crois pas avec ce Sénat que de telles lectures citoyennes soient dégagées pour l'intérêt de tout le monde. En tout cas, je reste pessimiste. Mais espérons qu'ils seront habités par l'esprit Tata Kimbango pour qu'ils fassent correctement le travail. Espérons, Thierry Moukelike. On a soulevé une question pertinente par rapport au mouvement des députés. Il fallait qu'on tienne compte, bien que la session elle est vraiment courte. Quelle est votre lecture à ces sujets? Non seulement les députés, mais aussi les membres du gouvernement sont dans le même cas, comme soulevé par le confrère Pascal. Il y a ces membres du gouvernement qui ont déjà déposé leur candidature à la députation. Il fallait qu'ils déposent aussi. Directement, c'est ce que dit la loi, c'est ce que veut la loi. Ça dit que cette incompatibilité est déjà d'actualité.
Et la CENI ne leur a pas exigé le document de démission pour ne pas consacrer l'incompatibilité. Voyez-vous? Si nous poussons loin, à moins que je m'en abuse, seul le président de la République qui a cette garantie-là constitutionnelle, au jour où il ira déposer, il continuera à exercer en tant que président. Est-ce qu'on n'a pas changé la loi sur cette question? Apparemment, comme si les ministres bénéficient de cette exception, vont déposer les candidatures, battent campagne avec le statut de ministre, ils démissionnent. Une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont le choix de rester à l'Assemblée ou d'aller. Et si vous faites le choix de rester à l'Assemblée nationale, vous perdez votre fonction de ministre. Ça reste à vérifier. Si vous allez comme ministre, on investit votre suppléant. À ce moment-là, même si vous perdez votre fonction de ministre, vous n'allez plus retourner à l'Assemblée nationale. Mais pour les mandataires actifs, c'est une obligation de la CENI d'exiger leur démission, n'est-ce pas, avant l'appréciation d'une quelconque candidature. Merci Pascal. Oui, cette précision-là, elle est détail, mais je ne crois pas. À moins qu'ils aient voté ça en catimini pour que les gens ne s'énervent pas. Ça avait énervé un moment la conscience intellectuelle. Parce que dans la loi que nous connaissons, la loi mère depuis 2006, même si on l'a révisée en 2011. C'était comme ça. Et autrefois, c'était automatique. Dès lors qu'un candidat s'engage, et il démissionne, et il y avait même des remaniements dans les gouvernements, et tout et tout. Jusque maintenant, là, je crois quand les MOVA ont déposé leur démission, c'est l'adjoint, notre confrère journaliste est là, qui a continué. Donc, nous devons être prudents. On va vérifier cet élément-là, la disposition, si tel est le cas. Vous voyez le désordre que ça amène vers le mois de décembre. Donc, tout ceci, on a l'impression qu'il y a un groupe de gens qui bloquent l'État congolais à leur profit, jusqu'à ce qu'ils se verront gagnants, et ils vont procéder au changement dans l'autre camp, directement. Donc, une vie politique mutatis mutandi. Vous étiez député, vous gardez votre mandat, et directement vous devenez député, vous continuez. Or, quand nous voyons ce désordre-là, ça nous pousse à un blocage dans un avenir proche. Il y a nos amis là qu'on avait, acquittés à la Cour pénale internationale, acquittés où ils ont fini leur emprisonnement. Thomas Lubanga. C'est qu'on a débouté là sur la liste. Ils se sont retrouvés mis de côté. Je ne sais pas sur base de quelle loi. Est-ce qu'ils se sont référés sur leur condamnation en République démocratique du Congo pour les débouter, ou ça s'est passé comment? Et puis, comment est-ce qu'eux aussi, en quittant ces pays, comment ont-ils arrangé leur dossier pour se retrouver aussi à l'Union sacrée et aller postuler? Donc, il y a encore des questions sur lesquelles nous devrions être prudents pour ne pas réveiller des chats qui dormaient carrément. Parce que ces gens-là ont battu campagne pour le gouvernement afin qu'il y ait des oasis de paix dans l'Est. Donc, s'ils ont pris des partis politiques, moi j'estime que c'est un peu le style de 2003-2004 où on a voulu que tous ceux-là qui étaient dans des mouvements, pour rassembler les leurs, qu'ils entrent dans des formations politiques. Alors, comment est-ce qu'allons-nous résoudre cette question-là? C'est pourquoi, dans notre intelligence, nous l'avions évoqué plus d'une fois sur ce plateau, nous estimons d'abord qu'il faudrait qu'on se mette, qu'on traite de toutes ces questions, pour qu'il n'y ait pas d'énervement. Parce que ceux-là qui vont s'énerver, c'est ceux-là qui vont entretenir encore la jeunesse. Au moment où nous vous parlons, ce matin, c'est peut-être dans le biscuit que j'avais oublié. Hier, il y a eu du désordre dans la commune de Kenya, à Lubumbashi. Ce matin, on m'informe que le même désordre s'est poursuivi. On a cassé les affaires des gens. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au sein du parti de Feu Baba. Il y a des sérieux problèmes. Donc, je ne vais pas entrer trop en profondeur parce que je vais continuer à scruter les informations.
Mais tout ceci est en train de dessiner un tableau sombre par rapport à l'avancement de la date du 20 décembre 2020. Les kits qui ne sont pas déployés, nous sommes déjà le 18. Ça bouscule les calendriers. Ça bouscule le calendrier. Et j'insiste sur la sécurisation des élections, la sécurisation du personnel à déployer. J'ai travaillé un peu sur Corneille Nangaa, un peu sur, plus sur Mulunda, parce que Mulunda n'avait fait que 7 mois. Il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné. 7 mois. Avec une jolie. Oui. Et dans les 7 mois-là, il y avait une stratégie de compression. Mais ici, Denis Kadima nous donne l'idée de penser que nous avons assez de temps. Alors qu'on a décrié les élections de Mulunda, mais on est arrivé à ces élections-là et on a fait ces élections. Quand Nangaa est arrivé, il a voulu faire la compression, ça n'a pas eu lieu. Nous sommes allés aux négociations et on a fait 2 ans. Après 2 ans, nous sommes allés aux élections. Ce sont les mêmes erreurs Qui se répètent. qui se répètent. Et c'est pourquoi nous nous prévenons, nous disons que attention, il ne faudrait pas que le discours de la CENI soit la goutte qui va faire déborder le vase. Pascal a parlé du Parlement. Rentrons sur le Parlement. Est-ce que le Parlement nous garantit réellement que la CENI aura les derniers moyens? Ils ont insisté, les deux présidents. Ils Ça, ont ce sont martelé sur ça dans leur discours. Ce sont des discours d'ouverture. Quel est le député qui est rentré? Nous avons suivi les réactions. Quel est le député qui est rentré pour dire que sur son projet de ce fin mandat, il vient pour appuyer le gouvernement afin que le gouvernement débloque les moyens pour que la CENI, dans moins de 2 mois, nous amène aux élections. Vous savez, la date du 20 décembre, c'est une date de 2016. C'était au 20 décembre 2016 qu'on devait d'ailleurs avoir un président élu installé. Ça dit que Kabila devait faire la passation de pouvoir le 20 décembre 2016. Ça n'a pas eu lieu. On a pris 2 ans, on a fait des élections et on a installé le président le 24 janvier 2019. Donc il faut bien refaire les calculs. L'autre fois, je vous ai dit que en appelant le corps électoral le 1er septembre, on est allé à 100 jours. Ça dit que la CENI a commencé d'abord par violer. Ce n'est pas 90 jours, c'est 100 jours. Donc il fallait respecter au moins le 24 septembre pour faire les 3 mois avant le 24 janvier pour convoquer le corps électoral. Donc il y a déjà des choses qui se bousculent, mais les gens s'efforcent à ne pas admettre que la CENI aussi ne voit pas ça de cet œil-là, il rassure toujours. Alors, Pascal Ouondje, on parle du budget. Le budget qui a été, le projet de budget 2024 qui a été déposé par le Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale, dit qu'ils vont plus, on a plus orienté les dépenses vers la défense et puis les fonds, hein, et puis les réformes, et pour la poursuite du programme de développement des 145 territoires, il y a l'accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023. Oui, la question de l'affectation, de l'enveloppe, nous allons spéculer. Nous allons spéculer parce que ce n'est pas encore fait, nous cherchons le concret. Mais ce qui est vrai, ce que je peux témoigner, et c'est ce qu'on ne sait pas souvent le dire, c'est que en toute réalité, le projet des 145 territoires, c'est un projet qui a porté. Plusieurs territoires qui n'avaient pas d'école aujourd'hui, hier, qui n'avaient pas de centre de santé hier, ont d'école aujourd'hui, ont des centres de santé aujourd'hui. Mais on ne sait pas rendre ça public et les gens ne comprennent rien. Et c'est comme ça, Gisèle, de temps en temps, je déplore le style de la communication au niveau de la présidence. Quand vous allez à la cellule de la communication, ils sont très nombreux.
Vous allez vous poser la question, le nombre de personnes qui composent cette cellule fait quel travail? Et alors que on aurait dû dégager une communication technique stratégique sur les différentes réalisations territoire par territoire dans ce secteur. Mais rien n'est fait. Et ici, on ne comprend pas, donc tel territoire, qu'est-ce qu'on a bénéficié, qu'est-ce qu'on n'a pas bénéficié. C'est mal fait. Et donc, si on oriente, on affecte l'argent pour continuer avec ce projet, je dis bravo, parce que finalement, c'est nous qui nous retrouvons. Voilà, on termine avec Thierry. Les dépenses inutiles où les individus se retrouvent, à la place de faire des travaux, des réalisations d'intérêt commun, ce qui reste maintenant, c'est les routes. Il faut le dire, c'est les routes d'interconnexion provinciale permettrait finalement, parce qu'on a envoyé des transco pratiquement dans toutes les provinces, ça faciliterait maintenant le transport des gens d'une province à une autre, et cela boosterait finalement l'économie. Et voilà l'effort qu'il faut fournir à travers le budget, bien qu'on ait parlé. Je crois que l'AMI va prendre l'aspect de la sécurité, ça c'est une bonne chose, mais en même temps, le développement à travers les routes, ce sera aussi une bonne chose si... Il n'a qu'une minute pour terminer, parce que c'est déjà la fin. La question, c'était plus par rapport à l'accroissement, par rapport au budget 2023. Chaque fois, on passe de 16 milliards aujourd'hui, mais il y a un problème de répartition que tout le monde décrit. Effectivement, la répartition, elle n'est pas conséquente. Elle ne suit pas les réalités des terrains. Et nous restons plus dans l'intellectualisme de cette conception du budget. On n'est pas pratique. Et comme l'a dit Pascal, je pense que cette fois-ci, si le Premier ministre peut bousculer le secteur de la sécurité, parce que nous allons vers décembre, il faut changer de style, que ce soit dans la police, les services de renseignement et tout et tout. Ces unités-là doivent être dotées d'un bon budget pour qu'ils fassent un travail et que ce travail puisse refléter ce que nous disons. En temps de paix, le renseignement est anticipatif, la sécurité est préventive. Donc il faudrait un budget qui va permettre à ce que les services de renseignement commencent à prévenir ce qui peut arriver d'ici décembre pour préparer au mieux comment encadrer les masses des populations. Donc ce budget, nous ne sommes pas trop scientifiques pour parler comme on doit le faire, mais nous voulons rester techniques et que la sécurité soit placée en pole position afin que la fin de cette année, que nous sachions au moins comment est-ce que nous allons atterrir. Merci Thierry Moukelekele, merci Pascal Orodje, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.